Bonjour à tous. Donc, comme convenu, je vous avais dit que je vous ferai une petite synthèse des éléments importants en infectiologie pour vous aider un peu par rapport aux cours qui ont été en distanciel, essayer de vous aider un peu à assimiler les éléments incontournables qui sont à retenir de cette UE 2.5. Donc, nous allons revoir un peu ensemble le déroulé et essayer de façon la plus complète possible de faire quelques points et des focus sur les éléments à retenir. Donc, au sein de cette UE, l'objectif était d'expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'infection et de l'inflammation, d'expliquer les principes de l'immunologie, donc dont les prérequis dont j'ai parlé tout à l'heure étaient importants, d'écrire les signes, les risques, les complications et les thérapeutiques des pathologies étudiées, parce que c'est vous qui allez donner l'alerte au médecin quand vous serez auprès du patient, que vous aurez constaté quelque chose d'anormal. Et donc, c'est important aussi que vous puissiez expliquer les liens entre les processus pathologiques, les moyens de prévention et de protection. Parce que vous, dans l'exercice de votre profession, vous serez aussi amené à donner des conseils aux patients, à mettre des mesures en place le plus rapidement possible pour pouvoir le protéger, lui ou sa famille qui vont le rendre visite, vous et vous-même, quand vous allez être en service et devoir mettre des isolements parce qu'il y a des pathologies contagieuses, des conduites à tenir spécifiques à mettre en place. Donc, c'était l'objectif de cette UE, de pouvoir aborder ces différents éléments. Au cours de l'UE 2.5, donc infectiologie et le processus infectieux et inflammatoire, euh, dans le cadre aussi de votre futur exercice professionnel, au-delà de travailler pour la validation, il nous semble important que vous puissiez aborder le processus infectieux en comprenant déjà comment il fonctionne, comment se déclare une infection, qu'est-ce que c'est qu'une inflammation, qu'est-ce que c'est qu'une infection, et d'essayer de reprendre un peu tous les éléments du système immunitaire des patients. Donc c'est pour ça qu'il vous a été demandé au départ, que c'était un des prérequis, de pouvoir bien comprendre les cours sur l'immunité que vous avez vu avec Dr Canel l'année dernière et qu'on a essayé de reprendre au travers le cours de Dr Percheron sur les généralités sur les infections. Alors c'est vrai que c'est dense, qu'il y a plein d'éléments complexes. Mais il me semble important pour vous, pour que vous puissiez appréhender au mieux cette UE et ses différents examens et ses différentes pathologies, de vraiment comprendre comment ça fonctionne le système immunitaire et les éléments qui le composent. Donc, donc au travers de cette UE, vous allez d'abord commencer par voir ces généralités pour comprendre les signes d'une infection. Donc, et puis les différentes pathologies qui sont les plus prévalentes que vous allez rencontrer certainement au cours de votre carrière, que ce soit la méningite, l'infection urinaire et leurs manifestations qui sont spécifiques. Alors, dans toute infection, donc en lien avec les différentes pathologies que vous avez travaillées et que vous allez rencontrer sur le terrain, c'est important que vous puissiez euh, avant tout comprendre le mécanisme physiopathologique de l'infection et de l'inflammation pour que vous puissiez voir comment se développe l'organisme, que ce soit une bactérie, un virus ou un champignon, au sein du corps humain, pour pouvoir aussi déceler au plus tôt les signes de sa présence, donc que ce soit des signes cliniques ou des signes biologiques.
Donc c'est important que vous puissiez aussi le décoder et voir comment ils se traduisent cliniquement et biologiquement. Parce que c'est aussi vous qui allez être euh, auprès du patient pour pouvoir l'identifier au plus tôt. Alors, une fois qu'on a décelé des signes d'infection, que ce soit clinique ou biologique, euh, l'idée c'est de pouvoir identifier le germe qui est en cause de l'infection afin de pouvoir mettre en place la meilleure antibiothérapie qui est possible, donc celle qui correspond euh, spécifiquement au germe qui est cause de l'infection. Donc il va falloir identifier ce germe. Donc il y a eu à la recherche de ce micro-organisme qui est pathogène pour le corps humain, il y a plusieurs types de prélèvements que vous pourrez faire avant de pouvoir mettre en place l'antibiothérapie. Donc, il y a des hémocultures, des ECBU, ECBC, coproculture. Il y a toute une batterie d'examens que vous serez peut-être amené à faire, que ce soit des prélèvements directs ou autres, ou les différentes sérologies, pour pouvoir expliquer aussi aux patients de quoi il s'agit. C'est important que vous puissiez les expliquer et les réaliser en fonction des bonnes pratiques pour que vous puissiez avoir une efficacité maximale par rapport aux éléments diagnostiques. N'oubliez pas que le non-respect de la procédure de ces examens euh, peut entraîner une erreur de diagnostic, un retard de prise en charge ou une mauvaise prise en charge pour le patient et, euh, et une diminution d'efficacité thérapeutique. Si vous avez pas suffisamment rempli l'hémoculture par rapport au patient, peut-être qu'on ne pourra pas déceler les bactéries qui sont présentes dans le sang et en conséquence, vous ne traiterez pas les germes et il y aura la complication ça peut aller jusqu'au choc septique. Donc c'est vraiment important de pouvoir, pour chacun de ces examens, vous poser la question de comment on procède et de pouvoir maîtriser le respect des bonnes pratiques pour chacun d'entre eux. Alors, donc vous avez bien compris que par rapport à toutes les pathologies qu'on a étudiées, que ce soit l'infection ostéo-articulaire, la méningite, l'infection urinaire, la pneumopathie, les septicémies, VIH ou hépatite, ou les infections sexuellement transmissibles, euh, tout ce que vous avez abordé par rapport à cette UE, c'est important que vous sachiez décrire les signes cliniques et paracliniques, les risques, les complications, les thérapeutiques, les surveillances qui vont être associées du coup, parce que vous serez auprès du patient, vous devrez donner l'alerte, donc identifier si par exemple votre patient présente une rougeur au niveau de sa plaie opératoire, bah, pouvoir déjà s'il présente une rougeur et en plus une fièvre, il faut que ça vous fasse penser à un début d'infection ostéo-articulaire. Vous êtes les premiers à réaliser le pansement, à voir l'évolution de la plaie et à pouvoir le suivre. Parce que vous avez vu dans le TD qu'on a travaillé ensemble que ça pouvait aussi dégénérer rapidement en septicémie, ça peut être une porte d'entrée. Euh, et donc, ce sont des éléments importants euh, pour que vous puissiez euh, réagir au bon moment en cas d'urgence. Tout comme il est important de connaître les modes de transmission pour pouvoir prévenir au mieux les pathologies. Par exemple, dans le cadre de, du VIH, si une mère est porteuse du VIH, vous allez lui déconseiller l'allaitement, car vous saurez que euh, le VIH peut se transmettre selon trois modes, la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie euh, materno-fétale.
et que comme le lait maternel est fabriqué à partir des éléments du sang, euh, il peut être transmis, le VIH peut être transmis par allaitement maternel. Donc vous allez donner des conseils plus pertinents à votre patiente en lui disant que ben, peut-être qu'il est préférable pour son enfant que vous passiez à un autre mode d'alimentation que le sein. Donc, la connaissance de ces modes de transmission vous permettra de prendre en soin de façon plus pertinente vos patients et de leur donner des conseils adaptés à leur situation. Alors, vous ne rencontrerez peut-être pas tous, en fonction des secteurs dans lesquels vous travaillerez, la population pédiatrique. Néanmoins, vous serez euh, peut-être amené à travailler aux urgences et à rencontrer des enfants dans le cadre professionnel. Et, et les signes infectieux chez l'enfant se manifestent euh, parfois un peu différemment et il y a des éléments de gravité qui doivent vous alerter. Euh, Notamment tout ce qui concerne les jaignements, l'appétit, la perte d'appétit, l'apathie, les pétéchis. Vous avez vu que ça peut aller jusqu'à la nécrose et que, rappelez-vous un peu les cours qu'on avait, les images un peu que vous ont montré docteur Canel sur la méningite, les pétéchis qui évoluent de façon en coagulation intravasculaire disséminée et qui peuvent être mortels pour les enfants si c'est ces signes de gravité de l'infection, d'une évolution rapide de l'infection qui nécessitent des éléments d'action très rapides. Donc c'est important que vous puissiez reconnaître ces signes chez l'enfant également, comme chez l'adulte, mais d'autant plus chez l'enfant qui se manifeste un peu particulièrement. Comme vous devez aussi, euh, dans le cadre d'un service d'urgence, hein, savoir prendre en charge la fièvre de l'enfant de façon adaptée, puisque ça peut aussi évoluer vers des convulsions de façon très rapide chez le jeune enfant et que c'est essentiel que vous puissiez le prendre en soin correctement. Pour ce, je vous ai mis à disposition un PowerPoint que j'ai repris de la fac sur les années précédentes du professeur de Buisson qui reprend un peu de façon globale toutes les prises en charge de l'enfant. Alors, c'est spécifique à l'enfant, mais ça vous permet aussi de rebalayer des éléments essentiels par rapport aux prises en charge de désinfection en général. Et vous allez voir que, si vous avez compris, les évaluations se déroulent maintenant sous un format régional et c'est une visioconférence qu'on a de façon régionale. Donc, une relecture vous permettra peut-être d'assimiler des choses de façon différente, mais vous apportera certainement beaucoup pour cette validation du E. Donc voilà, j'ai voulu vous mettre de petites images pour que vous puissiez voir euh, plus facilement à quoi correspondent des marbrures ou des pétéchis. Rappelez-vous, euh, les pétéchis ne s'effacent pas malgré la vitropression, contrairement à d'autres tâches qui peuvent s'effacer par rapport quand vous appuyez. Donc, ces signes de gravité, pétéchis, ça veut dire que il y a une coagulation qui se fait mal et, et qui peut aller jusqu'à la nécrose si ça évolue plus rapidement. Donc c'est un signe d'urgence quand vous verrez ces éléments-là, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, ça doit vous alerter. Alors, expliquer les liens entre les processus pathologiques et les moyens de prévention et de protection, c'est aussi le rôle de tout professionnel de santé, hein. Quand vous serez à l'hôpital, il importe de connaître les différents moyens de prévention, que ce soit le préservatif pour le VIH, les IST, les mesures d'isolement adaptées
orienté, par exemple, en cas de tuberculose, qu'est-ce que je vais mettre en place? Les unités mobiles que vous voyez là sur l'image du milieu pour que vous puissiez avoir le matériel nécessaire, et ça doit être un signe pour toute personne qui doit rentrer dans cette chambre, qu'il faut justement avoir des précautions particulières. Euh, et puis, tout comme les vaccinations sont aussi des moyens de prévention, que ce soit par rapport à la rougeole, hein, je vous rappelle encore l'importance de la vaccination dans le cadre de la rougeole. Alors certes, c'est obligatoire depuis euh, quel- une paire d'années, mais il faut se remémorer aussi l'évolution de, des épidémies de rougeole il y a quelques temps, quand la vaccination n'était pas obligatoire et seulement recommandée. Et l'impact de la rougeole chez le jeune adulte. Voir aussi par rapport au méningocoque l'importance, la plus-value de la vaccination dans la population générale. Donc c'est important, en bref, de connaître les différents modes de transmission des pathologies. Comment se transmet, on a vu par rapport au VIH les trois modes de transmission. Par rapport à l'hépatite, il y a différents modes de transmission en fonction de l'hépatite A, B ou C, et donc des préconisations, des accompagnements, des conseils à donner aux patients qui diffèrent en fonction de la pathologie qui le concerne. Alors, je vous ai préparé quelques petits cas cliniques pour vous aider à remobiliser vos connaissances par rapport aux différents cours que vous avez vus sur la 2.5. Donc, imaginons que vous êtes euh, en poste aux urgences et que vous recevez Alfred qui se présente avec des maux de tête violents, enfin des céphalées en casque, comme il dit. Il se plaint de la lumière et du bruit. Il a la nuque raide, il a des nausées, parfois des vomissements. À quoi cela vous fait-il penser? Alors, Alfred, euh, les maux de tête violents en casque, la photophobie, la phonophobie, la nuque raide avec les signes de Carning et Brunelleschi que vous avez vu dans le cours du docteur Canel, et nausées qui pouvaient aller jusqu'à des vomissements allongés, cela devrait vous faire évoquer une méningite. Je vous renvoie pour cela au cours du docteur Canel avec les différents signes cliniques qu'il a évoqués. Sachant qu'une méningite, ça peut être ou bactérienne ou virale, et qu'en fonction, vous avez des conduites à tenir qui sont différentes. Le risque le plus important, c'est par rapport au méningocoque. Vous vous souvenez, par rapport à l'urgence vitale d'une antibiothérapie immédiate et un transfert vers les urgences si il s'agit d'un méningocoque. Donc vous allez forcément rechercher si Alfred il a été vacciné contre le méningocoque C. Vous allez voir si en, en l'auscultant ou en l'examinant, si il présente des pétéchis. Et puis vous allez veiller à son installation confortable. Si vous êtes en service, puisque vous êtes en service d'urgence, vous allez peut-être l'isoler dans un box et puis voir, anticiper si le médecin vous demande une ponction lombaire et revoir un peu le rôle de l'infirmier lors de la ponction lombaire, puisque c'est un acte médical, hein, je vous le rappelle, mais qui nécessite une collaboration infirmière. Alors, voyons maintenant aux urgences. Vous recevez Albert, qui a 50 ans, qui se présente. Il tousse, il crache, il a de la fièvre, il a du mal à respirer. Euh, Hors période Covid, évidemment. À quoi cela vous ferait-il penser? Alors, à quoi vous avez pensé pour Albert? À une pneumopathie? Euh, à quoi qu'est-ce qui peut provoquer une pneumopathie? Un pneumocoque? Les questions que vous devez vous poser, qu'est-ce que vous va pour anticiper un
peu sur la logique et voir un peu qu'est-ce que le médecin va vous demander. Une radio pulmonaire, un ECBC. euh, Avant tout, il sera de votre rôle propre de lui proposer de le mettre en isolement, peut-être en box, pour un peu éviter qu'il puisse y avoir une dissémination de germes, lui proposer des mouchoirs à usage unique, hein, un crachoir peut-être, essayer de mettre un masque quand vous entrez dans sa chambre, dans son box. Alors, dans le cadre de Alphonse, euh, qui se présente aux urgences avec une fièvre, euh, une asthénie importante, une anorexie, il vous dit qu'il a eu des soins dentaires récents et qu'il est porteur d'une valve au niveau d'une valve cardiaque. À quoi vous devez penser dans cette situation? Alors, Alphonse, avec ses soins dentaires récents et sa valve cardiaque, ça doit évoquer de façon prioritaire une endocardite ou une valvulopathie. Alors, certes, vous n'allez pas être celui qui va faire le diagnostic, mais euh, tous ces éléments sont importants pour que vous puissiez relater, si au cours de l'entretien d'accueil, il vous énonce ces éléments-là, vous devez alerter le médecin et peut-être d'emblée le mettre sous monitorage cardiaque dans un box et, euh, et alerter le médecin par rapport à ces éléments-là. Et celui-ci va vous demander peut-être de réaliser des hémocultures, de programmer avec la radio s'il y a de la place pour une écho transœsophagienne, essayer de voir la prise en soin la plus rapide possible. Et dans la même série, vous avez Ginette qui se retrouve aux urgences, qui se plaint de fièvre, de douleurs lombaires qui peuvent être unilatérales, une polakiurie. À quoi cela vous fait-il penser? Alors, mademoiselle Ginette, qui peut-être a-t-elle une infection urinaire ou une pyélonéphrite. Vous devrez donc peut-être réaliser une bandelette urinaire, puis sur prescription un ECBU. Donc rappelez-vous un peu comment on réalise un ECBU. Quels conseils vous pouvez donner à mademoiselle Ginette? De bien s'hydrater, de vérifier au niveau de l'interrogatoire avec elle si elle est au clair avec l'hygiène intime, sur le sens d'essuyage, euh, la réalisation des mictions post-coïtales. Tous ces éléments-là sont des éléments que vous pouvez rechercher, des conseils que vous pouvez donner à votre patiente. Alors, dans la même série, vous avez Raymonde, 20 ans, qui se présente aux urgences. Alors, elle présente un catarrhe oculonasal, euh, ocu- c'est-à-dire qu'elle a les paupières un peu enflées, elle a le nez qui coule, elle est un peu enrhumée, elle présente en plus des diarrhées, elle a une gêne pour s'alimenter, elle a des petites taches à l'intérieur de la bouche, donc du coup elle n'a pas envie de manger, ça évolue vers une anorexie. En plus, elle a une éruption cutanée qui évolue de la tête aux pieds, qui commençait peut-être derrière les oreilles. Que peut-elle avoir Raymonde? Alors, mademoiselle Raymonde, si ces taches endobuccales correspondent aux signes de Koplik, eh bien, vous serez bien embêtée. Car si c'est le cas d'une rougeole, c'est une transmission aérienne. Si Raymonde elle a été dans la salle d'attente et qu'en plus la vaccination contre la rougeole n'était pas obligatoire jusqu'à une paire d'années, eh bien, vous aurez peut-être, au vu d'une recrudescence aussi des cas de rougeole en France ces dernières années, euh, vous aurez pas mal de soucis parce que vous allez devoir peut-être euh,
isoler Raymond et, et faire en sorte que j'espère que tous les autres patients de la salle d'attente n'ont pas été euh, contaminés de façon aérienne par la rougeole. Donc vous allez peut-être mettre Raymond en isolement avec un type d'isolement R, euh, mettre un masque à FFP2 pour aller la voir, et puis essayer de fermer la porte du box pour éviter que les germes se propagent. Essayer d'aérer euh, quand elle sera en chambre, aérer par la fenêtre un peu sa chambre, mais la garder en isolement, porte fermée, avec des masques FFP2 euh, devant sa chambre pour les soignants. Alors, concernant les examens en infectiologie, donc vous allez en avoir plusieurs de façon différente. Il y a des règles générales qui devront être respectées, hein, comme pour tous les soins, donc de façon le plus aseptique possible. Euh, Maintenant, il y a des spécificités au travers par rapport aux différents prélèvements, que ce soit PL, ECBC, ECBU, que vous devrez connaître par rapport à leur mise en œuvre. Euh, voilà. Et puis, euh, donc, de façon générale, c'est important de faire attention de ne pas les contaminer avec les germes de l'environnement. Donc, bien nettoyer l'environnement avant. Pour certains, il va falloir faire une toilette périnéale ou nettoyer euh, la cavité buccale avant. Et de façon générale, ce sont souvent des examens à visée diagnostique, donc qui doivent être mis en place avant les antibiotiques pour pouvoir identifier le germe de façon plus précise et veiller à respecter les délais d'acheminement au laboratoire et à la bonne identification de votre prélèvement. Concernant les examens, donc vous avez compris que le but de tous les examens en infectiologie est de retrouver le germe qui est cause de l'infection. Donc, il est important de prendre que ce germe qu'on suspecte source d'infection et pas les germes de la flore environnante. Donc, il est important de pouvoir respecter les différentes étapes et, de prélèvement et de bien respecter de façon aseptique euh, le déroulement du soin. Donc, concernant les hémocultures, donc le but étant d'identifier les germes circulant dans le sang avant mise en place de toute antibiothérapie. Parce que quelle que soit l'antibiothérapie, elle va être efficace si elle correspond au germe qui est euh, incriminé dans l'infection. Si vous mettez une antibiothérapie euh, importe, vous allez créer plus de résistance. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir faire cette identification de germes au moment de, de l'infection. Donc, les hémocultures, c'est les germes qui circulent dans le sang que vous allez essayer d'attraper. Donc, elles se prescrivent souvent en série de 3 parce que pour augmenter l'efficacité d'attraper ce virus, enfin ces bactéries qui sont présentes dans le sang. Il y a toujours 2 flacons à respecter et toujours de façon chronologique. Le flacon aérobie au départ. Pensez à votre petite ailette remplie d'air que vous allez prendre au départ parce que vous avez des germes qui vont se développer qui vont avoir besoin d'air pour se développer. Donc aérobie en premier et le deuxième flacon anaérobie. Si vous n'avez pas suffisamment de sang dans votre flacon, vous n'allez pas pouvoir avoir un prélèvement suffisant pour permettre la culture. Donc il faut bien euh, veiller à bien remplir votre flacon à sa limite.
Et comme vous devez faire votre soin de façon la plus aseptique possible, et ben vous allez faire attention à votre environnement. Mettre, par exemple, désinfecter votre adaptable avant d'y poser vos flacons. Euh, Faire votre hygiène des mains avant de commencer le soin. Toutes les règles d'hygiène vont être importantes pour chaque prélèvement que vous faites, et comme d'habitude, pour chaque soin que vous allez devoir mettre en place. Le port de gants à usage unique, pas forcément stérile, hein. Le, le port de gants, c'est pour vous protéger hein, de toute euh, salissure ou contact avec des produits biologiques. Euh, et vous n'avez pas à réutiliser des gants stériles pour ce soin. C'est pas nécessaire, en tout cas. Votre préparation cutanée, elle doit être en 4 temps hein, pour laver, sécher, enfin, laver, rincer, sécher, et puis mettre un antiseptique alcoolique. Et vous n'y touchez plus. La désinfection en forme d'escargot, hein. Enfin, ça c'est les principes de base hein, pour ne pas revenir sur là où vous êtes déjà passé et surtout bien désinfecter les bouchons des flacons après le décapuchonnage avec une compresse imbibée d'antiseptique alcoolique. Voilà. Donc ce sont les grands principes à respecter par rapport aux hémocultures. Évidemment que les hémocultures ne vont pas se faire d'emblée sur une voie veineuse périphérique qui est déjà en place, hein. Euh, ni sur un autre cathéter, à moins que vous ayez, que vous suspectiez une infection sur ce cathéter-là. Mais auquel cas, souvent, elles sont prescrites avec un autre prélèvement que vous allez faire ponctionner sur un autre site que, voilà, à l'autre bras, par exemple. Mais c'est très rare, c'est vraiment particulier. Généralement, ce qui est à retenir, c'est que pour les hémocultures, vous les faites de façon la plus aseptique que possible, euh, en respectant les 4 temps et l'antiseptique alcoolique en forme d'escargot, désinfecter les bouchons des flacons dans un environnement qui aura été désinfecté, nettoyé au préalable. Euh, les deux l'ordre de prélèvement des flacons et, et vous ponctionnez sur un site, pas sur une voie déjà en place. Voilà. Alors, le CBU. Le CBU, donc c'est important de connaître son anacronyme hein, pour voilà, tous les anacronymes généralement. Donc c'est un examen cytobactériologique des urines. Donc c'est le même but que tous les autres examens, hein, c'est identifier le germe qui est dans les urines pour analyser, pour l'identifier et mettre en place la thérapeutique adaptée et une analyse cytologique qui pourra vous renseigner sur ben, si vous avez des leucocytes ou des hématuries microscopiques que vous ne voyez pas à l'œil nu. Donc voilà. Donc ce qui est important, donc c'est faire attention aux germes environnement. Donc vous allez penser à faire la toilette périnéale d'abord, d'éliminer le premier jet pour éviter de- d'avoir les germes qui pourraient être contaminés euh, par la flore génitale et, prendre le deuxième jet, environ 20 millilitres, pour pouvoir l'analyser. Donc évidemment, vous le faites avec un flacon stérile et ne le laissez pas traîner, vous le conditionnez de façon adaptée, le plus aseptique possible pour pouvoir l'analyser avant qu'il ne soit contaminé par d'autres éléments en post-prélèvement liés à l'environnement.
Alors, comme pour le CBU, le CBC est un examen cytobactériologique, mais cette fois des crachats. C'est important que vous puissiez déterminer les anacronymes. Ben, comme pour tous les soins, vous allez faire attention. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'environnement, par rapport au matériel que vous utilisez. Donc, bien vérifier la stérilité des pots que vous utilisez pour les prélèvements, l'environnement sur lequel vous allez poser votre matériel. Donc, la désinfection de l'environnement est importante. Et une hygiène des mains, comme pour tous les soins. Euh, alors, vous allez demander à votre patient vous allez essayer de recueillir euh, les crachats de votre patient. Le but étant d'identifier le germe qui est la source de la pneumopathie. Donc, souvent, il faut que ce crachat provienne du plus profond du poumon de votre patient. Donc l'idéal, effectivement, c'est de le faire après un aérosol ou après une kiné, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc ce qui est important, c'est voilà. Et pour identifier ce germe-là, qu'il soit pas contaminé, que votre prélèvement ne soit pas contaminé par des germes externes, hein. Donc on a fait attention à l'environnement. C'est important aussi de pouvoir qu'il ne soit pas contaminé par les germes de la cavité buccale. Donc, si votre patient est porteur de prothèse dentaire, il va falloir penser à enlever la prothèse dentaire, lui proposer de se laver les dents ou de se rincer la bouche, de faire un bain de bouche avec une solution adaptée. Bien sûr, vous allez mettre des gants à usage unique parce que bah, pour le patient, c'est pas toujours évident de viser exactement le pot et puis vous avez des risques de projection sur les mains. Au même titre que vous pouvez avoir des gouttelettes ou des projections sur la figure, donc le masque et les lunettes de protection pour le soignant sont importantes. Vous allez y penser rapidement. Voilà. Vous allez demander à votre patient de tousser et d'expectorer. Le crachat, comme je vous disais, c'est bien un crachat qui doit être recueilli, il doit être d'origine bronchique. Donc vraiment, ne pas hésiter à le faire chercher au plus profond ses sécrétions. Et puis vous récupérez le crachat dans le pot stérile. Bien sûr, vous ne touchez pas à l'intérieur du pot stérile. Et quand vous posez le capuchon du pot sur votre adaptable préalablement nettoyé, vous le posez correctement pour qu'il ne soit pas souillé vers l'intérieur, hein. Et identifiez votre prélèvement avant l'envoi au labo. Ça, ce sont des règles de base que vous connaissez déjà. Un autre examen incontournable en infectiologie, hein, que vous allez voir au moins une fois dans votre carrière, je pense, au moins, euh, c'est la ponction lombaire. Donc, il s'agit du prélèvement du liquide céphalorachidien au niveau des vertèbres L3, L5, hein, là où la moelle épinière ne passe plus. Et c'est toujours un prélèvement qui est fait souvent à visée diagnostique, une analyse biochimique, hein. Je vous rappelle les cours qu'on a vus ensemble avec Dr Canel, euh, puisque c'est à visée diagnostique. L'analyse biochimique va déjà nous renseigner par rapport à la protéinorachie, à la glycorachie. Ça peut avoir des renseignements importants par rapport à l'étiologie euh, de, de l'infection et une analyse bactériologique et parfois virologique. Donc vous allez avoir à minima 2 flacons. Alors évidemment, la ponction lombaire est un geste médical, mais où vous aurez un rôle capital parce que vous allez assister le médecin dans ce geste par rapport au matériel que vous aurez à prévoir, hein. C'est vous qui allez organiser et prévoir ce dont il a besoin. Aussi au maintien de la position du patient assis, dos rond ou en décubitus latéral. Le plus important, c'est qu'il puisse avoir le dos le plus rond possible et qu'il ne bouge pas pour pouvoir permettre l'introduction du cathéter au niveau
de- entre les deux épines dorsales. Et votre rôle au niveau infirmier, ça va être aussi un rôle de surveillance par rapport au syndrome post-ponction. Vous savez, on vous a parlé que de temps en temps, en fonction, euh, il y a des patients qui peuvent avoir, par rapport à la quantité de liquide prélevé, avoir une brèche qui peut être consécutive à la ponction lombaire, qui peut provoquer des céphalées, et où il y aura aussi des conseils à donner aux patients par rapport au lever, qui soit, peut-être parfois ils vont devoir rester un peu allongés et ne pas s'agiter de suite après le prélèvement, bien s'hydrater, et faire attention euh, à se lever. Alors, en conclusion, euh, sur de 5, le module infectieux et inflammatoire. C'est important de pouvoir retenir que le syndrome infectieux ressemble au syndrome inflammatoire, qui sont souvent liés, mais il existe quand même des pathologies inflammatoires qui ne sont pas d'origine infectieuse. Donc il est important de pouvoir les distinguer. Euh, Comme pour chaque soin, la sepsie est importante, encore plus euh, dans, dans les services d'infectiologie, parce qu'il est important de pouvoir identifier de façon plus correcte les germes incriminés euh, par les infections. Donc c'est important que vous puissiez comprendre les examens, le but des examens, et de pouvoir respecter les différents principes et les différentes étapes de façon le plus aseptique possible. Lorsqu'il y a une pathologie qui est déclarée, essayez de prévenir les complications. Donc là, votre rôle, il va être essentiel pour repérer les signes de gravité. Parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vous qui allez être au plus près du patient et qui allez devoir souvent donner l'alerte au médecin sur une problématique, une dégradation de l'état général du patient, et que vous allez pouvoir être le premier maillon de la chaîne, vous et vos collaborateurs. C'est important de pouvoir connaître les différents modes de transmission des différentes pathologies. Vous n'allez pas, vous allez, en connaissant les modes de transmission, vous allez pouvoir mettre en place les moyens de prévention efficaces, et pour pouvoir éviter une contagion plus importante, euh, et pouvoir mettre en œuvre les gestes barrières adaptées aux pathologies euh, qui, qui sont concernées. Donc voilà, sachez qu'il y a aussi les vaccinations, d'autres, soyez au clair par rapport à chaque pathologie, euh, des modes de transmission, des modes de prévention, et, euh, et de votre rôle, vous, en tant qu'infirmier sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre patient, auprès de votre patient, sans attendre les prescriptions. Donc ça va vraiment être essentiel, parce que ça va être la base de votre exercice professionnel par la suite. Voilà. Donc en conclusion, je pense que nous avons fait pas mal le tour euh, des éléments incontournables, en tout cas sur l'UE d'infectiologie. Euh, J'espère que chaque support mis à votre disposition vous aura été profitable d'une façon ou d'une autre. Euh, Sachez que en respectant les différents principes, il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortiez pas, hein. Donc projetez-vous aussi positivement pour cette validation, et réfléchissez, essayez de comprendre euh, chaque, euh, chaque action infirmière que vous mettez en place, et argumentez. Et voilà, essayez de vous détendre aussi un peu avant la validation,
et je pense que voilà, ça se passera bien. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne révision et à bientôt.